Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui, ce matin. Vous êtes bien sûr le webinaire Conversion. J'ai du mal à voir si qui est là, qui n'est pas là. J'arrive pas à... Est-ce que vous pouvez voir Oui. Ouais. Ouais, c'est bon, Camille. Les gens arrivent, tout Ouais. va Oui, bien. oui. On est tous là. Ça arrive. Bonjour tout le monde. Génial. Bonjour. Euh, super. Bon, alors il est 11 h, on va commencer doucement. Je vais vous inviter toutes les parties présentes à vous présenter pour qu'un petit peu tous les spectateurs puissent savoir qui sont les intervenants. Allez-y, alors honneur aux filles. Tania, je t'invite à Ouais, commencer. avec plaisir. Du coup, moi, je m'appelle Tania, je travaille chez Trusted Shops en tant que responsable partenariat. Trusted Shops, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une solution de marketing de confiance et on accompagne du coup les e-commerçants sur tous les sujets un peu de réassurance, dans l'objectif forcément d'augmenter leurs ventes, leur conversion, et ça passe forcément par plusieurs éléments de réassurance, dont les avis clients. Super, merci. Maë? Je prends la main. Allez. Donc, enchantée, moi je suis directrice marketing chez SteerFox et donc en quelques mots, SteerFox c'est une solution qui s'adresse aux e-commerçants et qui permet de vraiment de repenser l'acquisition payante des e-commerçants. On a développé une plateforme qui permet nos consultants de piloter les campagnes SEA, SMA et Retail Media de nos clients. Vas-y Ludovic. Bon, bonjour à tous. Donc Ludovic Passamonti de l'agence SEO Gilou, qui comme son nom l'indique est une agence SEO. Je m'occupe aussi des partenariats et de la partie commerciale. Je suis consultant e-commerce depuis plus d'une quinzaine d'années aussi. Et Gilou est spécialisé dans le référencement naturel des sites e-commerce sur les CMS, PrestaShop, Magento, Shopify et WordPress et quelques-uns un peu plus confidentiels. Maxime, à toi l'honneur. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Maxime Zablot. Je suis responsable des partenariats chez Shippingbo depuis un peu plus de 2 ans. Avant ça, j'ai une dizaine d'années d'expérience sur une marketplace française où je gère du coup tout ce qui est partenariat, donc tout l'écosystème et les personnes qui sont autour de la table. Et du coup, Shippingbo est une solution qui aide les e-commerçants à améliorer leur logistique, et c'est une solution logistique e-commerce qui permet de diffuser les catalogues sur tous les canaux de vente et d'offrir une expérience client, une promesse client dans la livraison optimum, surtout dans ces années-là qui arrivent où c'est extrêmement primordial, et on verra ça sur les avis clients ensuite. Voilà. Super, merci à tous. Et donc pour continuer, donc moi je suis là aussi, je ne vais pas forcément prendre la parole comme les experts, mais on va faire ce webinaire sous forme un petit peu de table ronde, de talk show. Donc je vais un petit peu animer ce webinaire. Et moi je suis Camille Gomandi, responsable partenariat et marketing relationnel chez SteerFox. Donc je travaille dans l'équipe marketing, notamment avec Maë. Donc merci d'être là encore une fois. Le thème de ce webinaire, donc comme je vous disais, un petit peu sous forme de table ronde, de talk show, c'est plutôt sur, comme c'est écrit sur votre écran, comment exploiter pleinement le potentiel de ces avis pour maximiser les résultats de l'ensemble du tunnel de vente. Donc tous nos experts vont pouvoir un petit peu répondre à vos questions, et je vous invite à passer du coup à la slide suivante avec la première question qui est dédiée à Tania, notre experte avis client Trusted Shop, notamment comment la notation d'un marchand va pouvoir influer sur le comportement d'achat et le processus de décision du consommateur final. Yes. Alors du coup, on va commencer du coup sur cette question-là par quelques chiffres. Donc si tu peux mettre la slide, Camille, des chiffres, parce que rien de mieux pour voir quelle influence les avis clients ont sur le processus d'achat et le comportement des acheteurs. Voilà, donc selon une étude qu'on a pu du coup regarder, analyser, donc il me semble que c'est Partout qui a réalisé cette étude-là sur la France. 60% des consommateurs estiment qu'une note inférieure à 3,5 sur 5 est rédhibitoire dans leur processus d'achat. Donc au-delà de ça, forcément, ça a aussi un impact sur les ventes. Donc faut voir que pour un produit ou un service qui passe d'une note de 3 à 4 étoiles
lesquels ces produits ou services voient leur vente augmenter de 24%, et au contraire, pour un produit ou service qui finalement a une baisse d'une seule étoile, donc sur la note moyenne, ça peut engendrer du coup une baisse de vente, donc de 9%. Ça, c'est quand même à prendre un peu avec des petites pincettes, parce que là, on parle vraiment que de la notation, sachant que il y a aussi un gros focus à faire sur le nombre d'avis finalement qui est associé à cette notation. Parce que forcément, un 3,5, c'est plutôt une bonne note, mais il faut savoir sur combien d'avis aussi cette note est basée. Forcément, un marchand qui a une note de 4,8, mais qui derrière a des avis, qui a une centaine d'avis, forcément ne va pas avoir aux yeux d'un consommateur le même poids qu'un marchand en fait qui a une note un peu plus moins élevée, par exemple un 4,3, mais qui a par contre 3000 avis. Donc, faut aussi prendre en compte cette notation-là avec les avis associés. Et de toute façon, que ça soit Google ou les plateformes d'avis, souvent il y a la notation avec le nombre d'avis parce que c'est vraiment très important de les associer. Donc voilà, on voit vraiment que la notation c'est hyper important. Ça impacte du coup au niveau de la confiance et de la réputation. Ça va venir forcément rassurer le client. On peut le dire, hein, c'est vraiment la notation, c'est vraiment le premier levier qu'un consommateur va regarder sur un site e-commerce. Ça va bien évidemment aussi venir réduire le risque perçu. Faut aussi voir que bien qu'on soit en 2024, acheter en ligne, ça reste quand même un risque pour certains consommateurs, surtout sur des sites sur lesquels on n'a pas l'habitude d'acheter. Donc forcément, la notation et les avis vont venir faire un peu basculer la décision d'achat. Et on va être un peu plus à même de faire confiance à un site qui a une bonne note avec beaucoup d'avis, et on va aussi forcément lui trouver une certaine fiabilité. Et forcément, ça a aussi un impact par conséquent sur la perception de la qualité. Forcément, quelqu'un qui a un marchand qui a une bonne notation avec beaucoup d'avis, même si c'est des produits beaucoup plus chers, un consommateur va préférer aller sur un marchand qui a cette notation en avant avec les avis, malgré que peut-être c'est des produits qui sont à comparaison avec un autre marchand un peu plus cher. Et forcément, ça engendre aussi des effets du coup sur la fidélisation. Moi, j'avais une question, Tania, parce qu'on parle de notation, mais il y a une notation produit et une notation marchand. Oui, alors oui, il faut faire bien la différence. Nous, quand on parle vraiment la notation du coup sur ce qu'on voit finalement sur Trusted Shops par exemple, ou sur un autre système d'avis, c'est vraiment les avis du coup, ce qu'on appelle les avis marques. C'est les avis qui sont donnés par rapport à l'expérience d'achat. Les avis produits, eux, vont être vraiment spécifiques au produit qui a été acheté, et aussi du coup on en parlera un peu plus tard, mais du coup dans la collecte d'avis, c'est aussi il y a aussi une différence du coup dans les mails, etc., que les marchands envoient. Okay, merci. Merci Tania. Je vous invite à passer. Oui, Maxime, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est bon. Je pense qu'on peut aller à la suite. Justement, voilà une question pour toi. Selon toi, quel est le poids de la logistique, expédition et livraison dans les avis clients pour les e-commerçants? Oui, alors je t'invite à passer la slide suivante. J'ai sorti 2 chiffres du coup qui sont en fait assez importants parce qu'en fait une notation c'est pas uniquement un produit comme l'a dit Tania, c'est aussi le service qui est apporté au produit et la logistique et le post-achat. Alors je ne vais pas mettre uniquement la logistique, il y a tout ce qui va être gestion relation client et SAV derrière, mais est extrêmement important. Alors ces 2 chiffres, j'ai mis les sources en dessous, c'est que 51% des consommateurs déclarent laisser un avis après une livraison dans les 24 heures suivant la livraison. Donc il y a encore énormément d'impact du service qui a été proposé pour se dire, et pas uniquement du produit. Et en fait, quand on regarde les avis avec les commentaires qui vont avec, je pense que c'est
c'est 2 points importants. C'est la notation globale et le commentaire qui va avec. Et je pense que Tania Mahé et Ludovic pourront rajouter ça dessus derrière et approfondir. Il y a encore toutes ces informations de envoi soigné, livraison rapide dans les temps, etc. Donc, c'est extrêmement important. Et je fais souvent l'analogie avec dans le restaurant, et je compare le e-commerce au monde de la restauration, c'est que on peut aller dans un super restaurant avec des produits extrêmement bons, etc. Si on met 1h30 pour servir son plat, en fait, on va avoir une mauvaise expérience client. Et ça va se retranscrire derrière sur tous les avis tels qu'on les a maintenant. C'est de dire, on va tout noter en fait. On va noter les produits qu'on consomme, le service qu'il va avoir. Et donc, c'est extrêmement important, le service associé sur ça. Le deuxième point, c'est que s'il y a une expérience négative, on va plus facilement faire une notation et donner un avis négatif que quand tout se passe bien. Il y a beaucoup de consommateurs qui ne donnent pas de notes parce que ça s'est bien passé. Donc, c'est le deuxième chiffre que je donne, c'est que 32% des consommateurs déconseillent un marchand suite à une expérience de livraison négative. Et ça va exactement dans le même sens ça a été livré rapidement. Ça a été livré et très rapidement, je vais mettre une notation. Donc, l'expérience de livraison arrive à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est extrêmement le service lié à la livraison et à toute la promesse qu'il y a suite à un achat sont extrêmement importants. Voilà. Donc, je pense que du coup, on peut aller sur la deuxième partie. Fait, lié notamment comment anticiper, voire prévenir ces problèmes de notation liés toujours à la logistique. Alors, sur la partie logistique, c'est assez large. La logistique, il y a d'abord tout ce qui va être avant-vente. Quand on a une expérience d'avoir un produit sur le site, de l'ajouter au panier et de l'acheter, mais qu'en fait, le stock ne se mettait pas à jour en temps réel et l'expérience fait que soit on a acheté le produit ou sur le panier, on n'arrive pas à le rajouter parce qu'il n'y a plus de stock. Mais c'est souvent le cas, on ajoute le produit, on l'achète, on est débité, mais en fait, on a un retour du marchand qui dit en fait, désolé, on n'a plus le produit en stock. C'est un des premiers points importants. Ça se passe sur les sites, mais ça se passe encore plus sur les marketplaces. On y viendra plus tard. Et là, l'expérience, l'achat, ça a été débité. L'argent a été pris pour le consommateur. Et si derrière on dit désolé, on l'a plus, l'expérience est mauvaise. Et il peut y avoir un retour et des avis sur ces expériences-là. Le deuxième, ensuite, c'est tout ce qui va être dans la préparation. Une fois que le produit va être acheté, il va y avoir tout ce qui est préparation et acheminement. Donc, c'est le délai de livraison. Est-ce que le délai de livraison, la promesse de livraison est bonne? Donc, est-ce que déjà dans l'entrepôt, est-ce que je prépare le bon produit? Est-ce que je prends pas le mauvais? J'ai pris du rose alors que c'était un produit rouge qu'il fallait. Donc ça, c'est un premier point important. Et ensuite, la promesse de livraison, ça va être combien de temps je vais préparer. Je vais préparer mon produit en entrepôt. Donc, une bonne expérience client, c'est quand on achète le produit le jour même et que le soir, on a une petite notification qui dit votre produit a bien été expédié ce jour. Donc ça améliore grandement la vie client, la positivité dans ce que reçoit le consommateur. Et ensuite, c'est tout ce qui va être acheminement. Est-ce que la promesse est tenue? Parce qu'un consommateur va vouloir soit être livré en point relais, soit être livré en express parce qu'il le veut tout de suite, soit faire des économies de coûts et avoir du standard. Ça, il faut bien respecter cette promesse-là. Et bien sûr, dire c'est livré en 3 jours et non pas en 4 ou 5 jours. Donc ça, c'est extrêmement important. Et le dernier point, c'est la transparence. C'est toujours être un peu proactif pour bien notifier le consommateur qui va recevoir son produit, qu'il est en cours, qu'il est en préparation, etc. Et plus on va le notifier, il ne faut pas non plus abuser, mais plus on va le notifier intelligemment, plus il va avoir une bonne expérience disant « Ah, je suis entre de bonnes mains, donc je vais donner une expérience positive ». Le dernier point, ça va être la gestion des retours, qui peut être un peu problématique. S'il y a une problématique dessus, il faut vraiment pouvoir répondre rapidement. C'est là où la gestion relation client est très importante. S'il y a un problème, comment je gère mes retours, comment je gère mes réclamations, comment je gère mes retours, est-ce que je les gère rapidement
est-ce que je rembourse facilement? Et il va y avoir plein de petits points qu'il va falloir, toute une expérience retour qu'il va falloir assimiler. S'il y a une mauvaise expérience, et les avis négatifs, on y reviendra, mais s'il y a une mauvaise expérience logistique, il faut que la SAV suive et que le retour derrière soit correctement pris en main avec un remboursement rapide et une prise en charge du client. On a plein de cas où on parle de marque et on se dit « Ah ouais, mais dès que j'ai un problème, je vais payer un peu plus cher, mais dès que j'ai un problème, la SAV arrive, en 48 heures, c'est remplacé, je suis pris en charge, il y a quelqu'un qui m'a appelé, etc. » Et du coup, même si le produit, il y a une expérience négative sur le produit, le service a pris le pas et on se dit « Ah, c'est génial, j'ai payé un peu plus cher, mais je suis tout de suite pris en main. » Voilà. Donc, c'est vraiment ces éléments-là où la logistique va avoir un appui important sur la vie client. Super Maxime. On a eu une question dans le chat. Merci de poser des questions. J'allais vous le dire d'ailleurs, n'hésitez pas à intervenir. Les experts sont là pour vous répondre. Si on n'a pas de concurrent, quel serait selon vous le délai maximum de livraison? 4 mois possible ou pas? Alors, ça va vraiment. Alors, 4 mois, ça me paraît beaucoup. Faut que le produit en vaille vraiment la peine. Hein. Voilà, de la typologie de produit que vous vendez. On prend et puis surtout le besoin. Est-ce que c'est un besoin urgent ou pas? Si vous avez besoin d'un produit ce week-end, parce que je prends toujours l'exemple de j'ai cassé quelque chose dans ma maison, j'ai besoin de réparer, et puis j'ai un magasin de bricolage qui est à 30 km de chez moi, je vais commander sur une marketplace ou sur un site pour être livré demain matin. Il le faut demain matin. Donc les 4 mois, c'est pas possible. Si vous allez commander une pergola ou des choses où il faut les faire sur mesure, bien sûr qu'il y aura un délai d'attente, comme quand on commande une voiture, on va se dire c'est pas, j'aurai pas demain, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important à prendre en compte. C'est surtout une question de promesse. Je promets, donc mon client est averti au moment de l'achat et je respecte cette promesse-là. Denis est en train de taper des informations peut-être complémentaires pour qu'on puisse compléter la réponse, mais c'est vrai que c'est vraiment spécifique à certains produits. Hein. Oui, alors si c'est une innovation, effectivement, à partir du moment où de toute façon vous êtes le seul sur le marché, on va dire que le client n'a pas d'alternative finalement pour essayer de l'avoir plus vite. Donc on va dire que c'est un peu vous qui allez placer le délai de livraison que vous pouvez proposer, mais malgré tout, c'est vrai qu'en général, quand on cherche quelque chose qu'on le trouve, il y a quand même de toute façon une sorte de logique d'impatience qui se met en place et on a envie de l'avoir vite. Donc, on va dire que le plus vite, le mieux. Mais si pour des raisons que vous êtes capable d'expliquer et qui sont très claires et qui font que 4 mois, ça semble normal aussi pour le futur acheteur, il n'y a pas de contre-indication à proposer un délai de 4 mois. Hein. C'est là où, en plus 4 mois, je pense que l'importance du produit prend le pas sur le service. Donc c'est quelqu'un qui est capable d'attendre 4 mois, c'est qu'il veut absolument ce produit. Donc il va noter le produit par contre. Je pense que ça sera donner des retours d'expérience, etc. versus ce produit, pas forcément sur le service. Après il y aura tout ce qui va être service, SAV, si ça se passe bien, etc. Je pense que c'est sur le pas produit et c'est là où vous allez avoir des notations sur le produit. Ouais. Et sur tout ce qui va se passer post-achat, mais pas sur la livraison. Il faut essayer d'avoir aussi un petit coup d'avance parce que c'est vrai que les innovations, en général, quand elles arrivent sur le marché et qu'on est tout seul, ça attire forcément les convoitises d'autres acteurs. Donc, vous ne serez peut-être pas éternellement tout seul sur le marché. À moins d'avoir un brevet, un truc super bien ficelé, il faut quand même s'attendre à un moment qu'il y ait des concurrents qui arrivent et qui peut-être, eux, vont proposer des délais de livraison plus rapides. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux essayer de les compresser au maximum pour avoir la meilleure offre pour être sûr que le moment venu, vous restiez compétitif. Ok. Voilà. Je pensais brevet et autres protections, mais bon, on n'est jamais à l'abri des contrefaçons venues de Chine, par exemple. Il y a pas mal d'e-commerçants qui, malheureusement, en font les frais. Donc, il faut quand même essayer de rester dans des choses qui soient raisonnables pour… il faut toujours rechercher la performance. Il ne faut jamais se reposer, malheureusement, sur ses acquis. On continue. Du coup, on continue. Je te laisse la main, Ludovic. Ah, ok, c'est à moi. Oui, c'est vrai, c'est le prochain sujet. Alors… Pardon, on a été un peu très. Donc, il y a effectivement une question qui se pose aussi autour des avis, parce qu'on voit que souvent ces avis remontent parfois dans les résultats de Google, aussi bien sur les résultats naturels que les annonces Google Ads. Donc, la question qui vient forcément, c'est est-ce que ces avis sont pris en compte par les algorithmes de Google
pour positionner un site dans ses résultats de recherche. Alors, il faut comprendre une chose déjà, c'est qu'il y a deux manières pour Google d'analyser un site. Il y a son algorithme, donc qui est une intelligence artificielle automatisée, mais il y a aussi ce qu'on appelle des quality raters, donc des évaluateurs humains qui vont aller voir les pages souvent positionnées dans le top 10, parce que sinon ça fait beaucoup trop de travail, et qui vont avoir pour objectif de s'assurer que les résultats qui ont été générés par les algorithmes sont pertinents par rapport à la requête. Et donc pour ça, Google a développé un concept qui s'appelle EEAT, qui est l'acronyme de expérience, expertise, autorité et confiance, qui sont des éléments sur lesquels ces évaluateurs humains vont se baser pour juger de la pertinence d'une page par rapport à sa position sur la requête ciblée. Et donc, on va voir que dans ces 4 critères, les avis clients, finalement, peuvent jouer un rôle. Alors, quand je dis jouer un rôle, ça ne veut pas dire qu'ils vont influencer forcément le positionnement de la page. Par contre, ils vont jouer un rôle dans la qualité d'évaluation. Ils vont envoyer des signaux positifs qui vont faire que l'évaluateur va avoir peut-être tendance à faire des ajustements, justement, des notations qui vont potentiellement influencer le classement. Mais ce n'est pas un critère de ranking par les algorithmes au sens où on l'entend comme des critères beaucoup plus connus. Alors, si on regarde où ça va se jouer, le côté expérience, ça veut dire quoi pour un évaluateur Google? Ça veut dire regarder s'il y a des preuves de l'achat du produit ou s'il y a des preuves dans le contenu de la page de ce qui a été avancé au niveau des arguments commerciaux. Et évidemment, les avis utilisateurs, c'est extrêmement précieux pour ça parce que c'est eux qui vont remonter que le produit est effectivement solide, le produit est effectivement de qualité, le produit est effectivement comme il est décrit. Et donc, ça va participer à créer du contenu autour de la notion d'expérience ou d'utilisation du produit. Le deuxième élément sur lequel les avis clients vont pouvoir jouer un rôle, c'est la popularité ou notoriété du site, mais aussi sa réputation. Parce qu'évidemment, les raters et Google de manière générale a intérêt à pousser des sites ou des pages qui apportent des résultats ou des réponses satisfaisantes. Notamment dans certains domaines, Google est très très attentif au contenu pour s'assurer que les informations qui sont diffusées ne sont pas dangereuses pour la santé financière ou la santé tout court de la personne qui va lire cette information, parce que sinon, c'est-à-dire qu'en gros, il a donné à cause de lui, des mauvais conseils ont été donnés parce qu'il a placé de manière visible un site qui n'était pas un site de confiance ou un site qui donnait des informations pertinentes. Donc, la popularité va jouer un rôle parce que les avis clients, plus vous en avez, plus vous avez de liens aussi qui pointent vers votre site, vont influencer positivement cette popularité. Et enfin, le dernier critère, c'est la confiance. Là aussi, c'est assez évident, hein. Plus vous avez d'avis clients, plus on va évidemment se dire que c'est un site qui est donc populaire dans son domaine, pour lequel il y a beaucoup de personnes qui font confiance, donc c'est un site fiable. Et de nouveau, ça va venir envoyer des signaux positifs aux évaluateurs de Google. Donc, on comprend que la confiance, finalement, c'est un élément qui est clé dans ce concept EEAT, parce que même si vous avez un contenu d'excellente qualité, au sens technique du terme, donc des informations fiables, un contenu qui est bien écrit, des pages qui sont bien structurées, vous traitez très bien la thématique, même si vous avez effectivement un netlinking avec plein de sites qui pointent vers chez vous, si à un moment il y a des avis qui disent clairement que les produits sont de mauvaise qualité, que le service client est minable et ainsi de suite, c'est des éléments qui vont venir finalement dégrader la perception de confiance. Et ça veut dire que tout le travail qui a été fait en amont pour le SEO va finalement ne servir à rien. Donc, effectivement, ce n'est pas un critère de ranking. Par contre, c'est un élément qui va influencer. Et donc, la question qu'on nous pose aussi régulièrement, c'est est-ce que la manière dont on répond aux avis, notamment les avis négatifs, va influencer le classement? Donc, la réponse, elle est négative. Hein. C'est la réponse, le fait de répondre à un négatif, ça ne va pas influencer le classement. Par contre, ça va plutôt, et on va en parler plus tard, un peu plus tard avec Tania, ça va plutôt influencer la perception de l'utilisateur sur le fait que finalement le site, il est, on va dire, réactif, que quand il y a un problème, on ne se retrouve pas coincé. Donc, ça reste malgré tout un élément très important. Il faut évidemment y répondre. Par contre,
ça ne va pas influencer votre SEO. Et donc Et là, dans la continuité, Et justement. on va dire Tania. Voilà. Et justement, du coup, tu l'as dit, hein, Ludovic, les avis négatifs, certes, ils vont pas impacter le référencement directement, mais ils vont vous impacter vous directement. Donc, comment tirer parti des avis négatifs? Déjà, en y répondant. C'est vrai que les avis négatifs, c'est un peu la bête noire des marchands. Nous, on l'a au quotidien avec nos clients. La première chose, c'est je veux supprimer mes avis négatifs. Comment je fais? Bon, on essaye d'éduquer un peu nos marchands en disant que c'est pas du tout la meilleure stratégie. Alors, à moins bien sûr d'avoir des avis, de mauvaise foi et injurieux. Où là, dans ce cas, nous en tant que solution d'avis, on a toute une partie de modération où on peut signaler des avis et les faire enlever. Par contre, voilà, si c'est des avis qui sont négatifs mais qui sont factuels et qui sont vrais sur une vraie expérience, là, on peut pas les enlever, on va dire à la demande de n'importe qui. Parce que forcément, ça envoie aussi un très mauvais signal à vos consommateurs. Faut savoir que 37% des consommateurs estiment en fait que les avis ne sont pas authentiques s'il n'y a pas un minimum d'avis négatifs. Moi, la première chose que je fais quand je vais acheter sur un site que je connais pas forcément, c'est au-delà des avis négatifs, positifs, aller regarder s'il y a des avis négatifs et surtout regarder si le marchand répond et comment il répond. Parce que c'est là en fait où vous allez réussir finalement à retourner un peu la situation. Donc là, je vous ai mis un petit qu'est-ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Bien évidemment, il faut répondre rapidement, mais tout en prenant finalement le temps, d'analyser la situation, de regarder aussi ce qui s'est passé aussi de votre côté. Si vous pouvez avoir des infos supplémentaires sur cette commande-là, sur cette expérience-là qu'a eu ce consommateur. Il faut bien évidemment aussi offrir des solutions, quitte à reprendre du coup les échanges hors ligne. Voilà, dire au consommateur, notre support va vous contacter par téléphone, par mail, mais en tout cas offrir des solutions. Il faut bien évidemment mettre en avant votre engagement, hein. Le fait de répondre à des avis négatifs, ça va vraiment en fait montrer à vos consommateurs que vous êtes transparent, parce que vous supprimez pas vos avis négatifs, vous les laissez. Vous êtes attentif aussi aux avis qui vous sont laissés par vos consommateurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, et que bien évidemment vous êtes aussi déterminé à fournir un service de qualité et des produits de qualité. Donc ça, vraiment très très important de le mettre en avant. Et aussi, dans ces réponses-là, il faut absolument les personnaliser. Parce qu'il n'y a rien de pire que de voir un avis négatif avec une réponse qui dit « Merci beaucoup, nous sommes très heureux de votre expérience chez X. Merci de votre avis, à bientôt sur le site. » Bon, là, en tant que consommateur, on le sait, c'est une réponse automatique. En tant que consommateur, on sait que vous n'avez pas forcément regardé l'avis qui a été laissé. Donc, encore une fois, ça laisse du coup une très mauvaise image en fait à vos consommateurs, sachant que un avis négatif, c'est chacun le met un peu comme à son niveau, mais un avis négatif peut aussi être concernant un peu la livraison, la logistique, hein, comme a dit Maxime. Donc c'est quelque chose en fait qui va aussi donner en fait des axes d'amélioration. Ça va permettre aussi d'identifier des problèmes que vous avez. Donc ça peut être aussi des problèmes récurrents si vous avez souvent des avis négatifs sur la même thématique. Donc il faut vraiment prendre en fait ces avis-là. Oui, Maë, vas-y. Ouais, en fait, je rebondis sur ce que tu dis, mais est-ce que aussi sur ta solution, sur Trusty Shop, on peut transformer par exemple un avis négatif en positif en essayant d'apporter des solutions, en essayant de changer la donne sur un client qui n'a pas été content, mais finalement, s'il se rend compte qu'il a un super SAV, il peut complètement transformer son avis parce qu'il aura compris que faire une erreur, ça arrive à tout le monde. Mais en revanche, je pense que s'il y a un service derrière, on peut transformer la vie. Ouais, complètement. Du coup, ça, c'est complètement possible. Alors, on peut pas modifier l'avis en lui-même, mais par contre, le marchand,
s'il a du coup discuté avec le consommateur, si du coup il a réussi à apporter une solution, etc., il peut à nouveau solliciter le consommateur, parce qu'il faut savoir du coup que nous on est en circuit fermé, donc chaque avis est du coup relié à une commande. Donc par contre, on peut revenir solliciter le consommateur pour que le consommateur puisse à nouveau mettre un avis positif cette fois. Ouais. Et Ok. Tania, modifier un avis, est-ce que c'est la même chose que modifier la note? C'est-à-dire qu'on peut avoir un avis négatif, mais du coup améliorer la note, parce qu'il y a toujours deux niveaux, il y a les étoiles et puis le texte. Donc on ne peut pas changer le texte, mais est-ce qu'on peut changer la note? Ou les Alors deux non, sont liés? enfin, Non plus. du coup les deux sont liés. Ouais, les deux sont liés parce que du coup si tu peux pas changer le texte et que tu as du coup une note, tu as changé la note du coup qui est peut-être à 4 sur 5 après solution, du coup ça correspond pas du tout avec le texte quoi. Donc nous on essaye voilà d'être vraiment complètement transparent, de garder cette authenticité Compris. et voilà, on peut revenir solliciter le consommateur sur sa commande, sur son expérience, et là auquel cas du coup ça sera un nouvel avis positif cette fois. Moi, j'ai un point. Je pense qu'il y a aussi le fait. Alors, le nombre d'avis, je pense qu'on n'a pas encore trop parlé, mais tu reviendras peut-être dessus après, a un impact. Et aussi les avis négatifs. Est-ce que au niveau du service, au cours des dernières semaines, il y a énormément d'avis négatifs versus un autre moment de l'année, hein, est-ce que ça a un impact et comment on réagit par rapport à ça pour répondre? Le produit est bon, mais il peut y avoir un petit problème dans la logistique. Il peut y avoir et ce qui engendre une flopée d'avis négatifs. Je sais qu'on regarde souvent Ouais. les derniers avis, Oui. donc, Ouais. Du comment on coup, réagit par rapport à ça? ouais, ça du coup, c'est bon, forcément ça a un impact, hein. De toute façon, tous les avis ont un impact du coup sur la notation moyenne, globale. Donc là, à ce niveau-là, par exemple, si c'est vraiment sur une période spécifique, je pense que, là, d'autant plus, il faut vraiment prendre le temps de répondre et d'expliquer la situation à chaque consommateur. Et encore une fois, c'est encore une fois possible du coup de revenir solliciter les consommateurs, une fois que du coup, ça a été un peu expliqué. Mais c'est vrai que si c'est vraiment une problématique qui arrive à un instant T, quoi, là, voilà, tu sais que c'est pas tellement, voilà, tu peux l'expliquer et du coup, les consommateurs sont beaucoup plus aussi enclins et ouverts à se dire, ok, bon, j'ai laissé un avis négatif, mais j'ai eu la preuve, voilà, soit le marchand m'a appelé, soit il m'a écrit un mail, enfin voilà, où il m'a aussi répondu à mon avis, comme quoi, c'était parce que il a des problèmes X avec son transporteur ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça permet d'apaiser les choses et du coup de revenir du coup ressolliciter le consommateur, parce que ça c'est complètement possible, hein, de dire à un consommateur, est-ce que du coup vous pouvez peut-être nous relaisser un avis, etc. Maintenant que vous avez connaissance de tout le contexte, quoi. Ouais, Donc en fait c'est vraiment ouais, pardon, je finis. d'où l'appui de la logistique, de la SAV C'est au ça, service de la logistique c'est ou ça. du produit. C'est ça. Et c'est là aussi où on voit que, en fait, les avis, c'est vraiment une communication, en fait, un outil de communication fou. Et c'est ça qui va permettre aussi d'avoir voilà, ces explications, ce contexte qui, des fois, un consommateur ne l'a pas. Et c'est sûr qu'il va pas forcément aller chercher à vous contacter par message, par téléphone directement. Pour lui, en fait, son premier truc, ça va être de mettre son avis. Par contre, à vous aussi d'aller chercher de la communication avec le consommateur pour lui donner aussi tout le contexte d'une situation, quoi. Super, merci pour toutes ces questions et le détail de vos réponses. On va passer sur une autre expertise qui est plutôt celle de Maë, donc SEA et SMA Retail Media, avec cette question qui est: les avis Google jouent-ils un rôle dans la position des annonces payantes et comment pouvons-nous optimiser cela? Alors oui, clairement, Camille, merci. Tu peux juste passer à la slide d'après. Je pense que ça expliquera un petit peu mieux. Mais il faut déjà remonter, si on prend l'exemple de Google et par exemple Google Shopping, il faut déjà remonter à ce qui fait le classement d'une annonce, c'est-à-dire son ad rank. Sur Shopping, en fait, mais même comme en search, il y a une métrique qui est déterminée par Google et c'est cette métrique qui va influencer la position d'une annonce qui a été lancée par un e-commerçant, par un annonceur, et le prix que ce e-commerçant va payer si un visiteur clique. Et cet ad rank-là, j'ai mis rapidement la formule grossière, entre guillemets, c'est le quality score de l'annonce fois le bid.
Et le quality score sur Google, c'est la résultante de 3 facteurs qui sont ici à droite. Le premier facteur, c'est la pertinence du produit face à la requête. Google va pouvoir très vite comprendre qu'un produit est poussé alors qu'il ne répond pas à la requête qui est tapée par un consommateur et du coup pouvoir déranquer le produit. Deuxième paramètre, c'est le taux de clic attendu. Et troisième paramètre, c'est la richesse des data produits qui sont de plus en plus importantes sur Google. Car au vu des nouveaux formats que Google propose et Google sort, ce sont vraiment des formats qui demandent de plus en plus de data à ingérer pour pouvoir sortir une publicité qui est qualitative. Et ce sont vraiment les 2 derniers facteurs qui nous intéressent pour les avis. D'une part, parce que les annonces qui contiennent les avis peuvent avoir un meilleur taux de clic qu'une annonce qui n'en contient pas, parce qu'on va très vite voir sur Google Shopping la différence entre les deux. Parce que là, vraiment, l'espace dédié aux étoiles est assez important visuellement. Et en plus, une bonne note, c'est toujours vendeur. Je ne sais pas si je peux... Je vais essayer quand même de vous partager mon écran. Si je peux... pour vous montrer quand même concrètement ce à quoi ça ressemble. Donc Camille, je risque de prendre la main. Oui, vas-y. Hop. Voilà, donc là je prends un exemple. J'ai tapé lit enfant et on voit qu'il y a des annonces qui remontent ici avec des avis. C'est cette partie-là dont je parle. C'est cette possibilité-là qu'offre Google de pouvoir mettre en avant ces avis. Attention, ici on parle d'avis produits. Et comment on les collecte, c'est lié tout simplement au GTIN du produit. Donc vous voyez, là, il y a pas mal finalement de e-commerçants qui ont mis en avant les étoiles, mais on voit clairement visuellement la différence entre une annonce qui en a et une annonce qui en a. Et Maë, tu saurais, vous avez des statistiques sur l'impact en termes de taux de clic entre les annonces qui ont des avis et des étoiles et celles qui n'en ont pas? Ouais, alors ça fait le lien avec la question juste d'après, donc tant mieux. Nous, ce qu'on a regardé par rapport vraiment au panel de l'ensemble des e-commerçants qu'on accompagne, c'est qu'il y a une différence de plus 15% sur le taux de clic d'une annonce Google Shopping. Donc, c'est quand même pas négligeable. Surtout que ça demande pas finalement énormément de travail de mettre en avant ce type de data-là, donc hyper crucial. Et après, ce sont aussi les étoiles qu'on peut retrouver ici dans les annonces search. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que ça aussi, la question est aussi valable pour le SEO. Si tu peux revenir sur le partage d'écran. Ouais, je pense qu'il faut. Un exemple en SEO. Effectivement, ces notations peuvent aussi apparaître dans les résultats naturels. Comment? Via ce qu'on appelle les rich snippets, qui sont des attributs qu'on peut coder dans le site et qui vont permettre de faire remonter les avis liés au produit ou liés au site de manière générale. Et là, on voit clairement qu'entre un site qui a des étoiles, un score de notation et un qui n'en ont pas, visuellement, c'est un peu plus attractif. Donc, évidemment, là, nous, en tant qu'agence SEO, on va recommander d'intégrer ces éléments dans le site. Et effectivement, ça a aussi un impact sur le taux de clic. Donc, c'est une bonne pratique qu'il faut évidemment mettre en place. Ouais. La notation, c'est la notation du site. On est d'accord? Parce que là, on voit le lien. Ouais, ça dépend. Alors, c'est toujours là où c'est un peu délicat. C'est que parfois, on se rend compte que Google va plutôt afficher la notation globale du site plutôt que la notation liée à un produit. Donc, ça va dépendre des requêtes. Là, sur l'e-enfant, sur l'exemple de Conforama, évidemment, c'est la catégorie l'e-enfant de Conforama, mais il n'y a pas de note liée à la catégorie. Donc là, Google a plutôt pris la notation liée à l'intégralité du site, je pense. Si on clique sur la page, on verra qu'il n'y a pas de note spécifiquement. Par contre, voilà, effectivement, on arrive bien sur une page catégorie, donc il n'y a pas de note globale. Par contre, sur certains résultats qui sont des résultats produits, là, la note qui va être remontée, c'est vraiment celle liée à la fiche produit, donc les avis uniquement déposés sur cette page. Alors que si tu remontes ici, on a bien les avis produits. Et là, par contre, c'est que les avis liés à l'annonce, qui sont que du produit. Et par contre, c'est vrai que si vous distribuez des produits que d'autres marchands peuvent distribuer et que c'est pas votre marque propre, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez aller collecter les avis des produits qui ont été laissés chez d'autres marchands, puisque c'est vraiment un avis qui est lié au produit en lui-même. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un site, vous vendez aussi ces e-enfants-là, vous pouvez, grâce au GTIN, qui est finalement un code produit qui est unique, peu importe le marchand, aller collecter tous les avis du marché de ce produit-là pour pouvoir les faire remonter sur vos annonces shopping.
Voilà, je relaisse la main. Hop. Merci Maë, je réagrandis, hop, ça y est. Merci. Et donc là, c'est une question qui vous concerne tous. On parle beaucoup de Google, mais qu'en est-il des autres canaux, excusez-moi, tels que Bing ou les marketplaces, que ce soit en organique ou en payant? Je prends la suite, puis après je vous laisserai compléter si jamais. Sur Bing, en tout cas, c'est à peu près le même fonctionnement, puisque ça reste moteur de recherche, donc publicité propre à un moteur de recherche. Sur les marketplaces, en tout cas sur la marketplace, si on prend un exemple d'Amazon, qui est la marketplace de référence, l'algorithme d'Amazon tient évidemment en compte directement des notes et des avis produits pour afficher les résultats organiques, mais aussi pour afficher les résultats payants issus d'une publicité Google. Et c'est un critère hyper déterminant pour les marketplaces. Pourquoi? Parce que c'est un critère déterminant pour les acheteurs. Donc Amazon le sait et va vraiment prendre ça comme un critère très important pour la publication d'une annonce sponsorisée sur Google. Et il y a même un intérêt pour vous à pas faire tout simplement de publicité sur un produit qui serait mal noté, parce que déjà, il aurait une moins bonne visibilité, il aurait des clics, des taux de clics qui s'effondrent, et ça vous ferait vraiment dépenser presque à perte, quoi. Ouais, c'est vraiment très différent, Amazon ou les marketplaces de manière générale, de l'importance qu'elles donnent aux avis. C'est que autant Google les regarde, mais ça influence pas vraiment le classement des résultats de recherche, autant sur une marketplace, c'est extrêmement important. C'est un des principaux critères, il me semble, de mise en avant d'un produit par rapport à un autre dans son algorithme interne. Exactement, ouais. En fait, il y a deux, c'est ce qu'on explique, hein, c'est que la notation marchand et la notation du produit. Alors moi, j'ai quelques exemples et je vais en partager rapidement. Ça, on peut le voir. On voit toujours le système de notation qui apparaît. Donc voilà, avec des détails, on peut aller sur chaque détail. C'est très bien mis en avant par Amazon. Et il y a également la notation des marchands. Alors là, j'ai pris une fiche produit qu'on verra. C'est intéressant. C'est après comment c'est mis sur Google, mais j'ai pris l'exemple d'un client qui vend son propre produit, mais il y a d'autres marchands qui le proposent. Et en fait, l'algorithme fait que, en étant bon en logistique, mais également l'algorithme bon en termes d'avis clients, donc beaucoup d'avis clients positifs, ça permet, même en étant plus cher, d'avoir la buy box. Donc, on voit bien le bouton ajouter au panier, versus d'autres clients qui auraient moins de notes, une évaluation, et qui sont moins chers. Donc, en fait, les avis permettent d'avoir des produits plus chers parce que c'est un meilleur service et c'est prouvé qu'il y a un meilleur service en termes de livraison, de livraison, mais également d'avis. Et ça permet d'avoir des tarifs plus élevés sur les marketplaces tout en conservant la buy box. Parce que Amazon dit que c'est 82% des produits achetés sont sur la buy box et personne ne va voir les produits qui sont vendus par d'autres marchands, enfin les mêmes produits vendus par d'autres marchands. Je pense que ce chiffre est bien plus élevé, mais donc c'est extrêmement important l'avis et d'avoir des avis positifs, donc beaucoup et des bons avis pour pouvoir être mis en avant et du coup vendre ces produits parce que ils n'ont pas la buy box, ils ne sont pas collectés. Donc, et du coup, on ne vend pas beaucoup de produits. Donc, on le voit, ça marche sur pas mal de marketplaces, sur Cdiscount, on le voit, c'est l'avis du produit, il y aura aussi l'avis du marchand. On le voit sur d'autres, comme Macway, Fnac, etc. Tous proposent des avis produits, mais également des avis marchands. Et ça a un impact aussi sur la qualité de service et la mise en avant. Si, comme le disait Tania, là, c'est peut-être encore plus impactant. Si un marchand a un taux inférieur à 3 ou 3,5, il peut totalement être dégradé des listings de recherche sur les marketplaces. Donc, ça veut dire quasiment zéro vente parce qu'en plus, il y a d'autres concurrents et d'autres marchands qui vendent des produits. Donc, c'est extrêmement important d'avoir des bons avis en tant que marchand et sur les produits également. Maxime, il peut y avoir de la modération. Ouais, alors, Maxime ou Maël, je ne sais pas, peut-être que vous êtes tous les deux à réponse. Est-ce qu'on peut se faire éjecter d'une marketplace si on a trop de mauvais avis? Oui. Oui. Alors, il y a avis marchand, oui, complètement, parce qu'en plus, il y a qualité de service qui va derrière. Donc, si la qualité de service n'est pas bonne, c'est de l'ordre de 95% sur les marketplaces. C'est-à-dire que si on n'est pas bon sur 5 commandes sur 100, on peut se faire mise en demeure. Et si on repasse pas au-dessus de ces 95%, ben, on est définitivement exclu.
sans pouvoir revenir une première fois pendant 6 mois, puis après c'est à vie. Donc voilà. Et ensuite, au niveau du produit, il peut y avoir de la modération. Un produit qui a trop d'avis négatifs se fait exclure de la marketplace, peu importe le vendeur, et ne peut plus être vendu sur la marketplace. Voilà. Donc, et le dernier point à voir, on le voit sur... et c'était un peu l'exemple que je prenais avec ce produit-là que j'ai cherché ce week-end pour pouvoir l'acheter. On voit que maintenant, Google agrège tous les avis des produits. C'est un peu ce qu'on se disait. Et et on voit, voilà, plus d'avis, pardon. Et on voit sur tous les produits qui sont vendus sur les différents canaux de vente. Donc les marketplaces, là il y en a plein, Boulanger, Galaxus, Cdiscount, etc. Donc c'est extrêmement important d'avoir des bons avis produits, mais également des bons avis marchands. Ouais, alors, ce que tu viens de montrer, c'est une évolution récente de l'affichage des avis dans Google. On va en reparler juste après si tu as encore d'autres éléments à rajouter. Mais oui, effectivement. Je vous laisse là-bas. Super, merci beaucoup. Donc oui, effectivement, la question suivante qui est pour toi, Ludovic, c'est notamment comment Google fait évoluer la visibilité des avis dans ses pages de résultats. Alors, il faut savoir que de manière générale, Google évolue sur beaucoup de choses parce qu'il est toujours en recherche de perfectionnement de ses résultats. Son objectif, c'est toujours d'apporter la meilleure réponse possible à un mot-clé, à une question. Jusqu'à la fin de l'année dernière, lorsqu'on tapait un mot-clé dans Google qui citait soit une entreprise ou un produit lié à une entreprise, on avait systématiquement cette colonne sur la droite, le nom de l'entreprise qui s'affichait avec des avis liés à Google. Donc, qui était déposé via l'interface de Google. Depuis le début de l'année, Google a décidé d'évoluer et un peu de casser ce monopole qu'il avait sur cet affichage et désormais d'afficher des avis sur une entreprise qui émanent d'autres canaux, d'autres sources. Et donc, on voit qu'à côté de maintenant de Google, là j'ai pris l'exemple sur l'agence, sur Gilou, notre agence, 4,7 sur 5, on voit qu'il a été chercher des avis sur Trustpilot aussi, qui est un autre site d'avis. Mais on voit que sur certaines fiches, il y a aussi des avis qui viennent des pages jaunes, qui viennent de Glassdoor. Donc, il y a une logique depuis quelques semaines d'agrégation de tous les avis qui sont collectés sur l'intégralité des sites qui en collectent sur une entreprise, de manière à offrir une vue beaucoup plus globale de la véritable réputation d'une entreprise. Pourquoi ? Parce que déjà, je pense que ce n'est pas un scoop, mais les avis Google peuvent être facilement manipulés. C'est pas très compliqué de demander à quelqu'un de laisser un avis positif. Il n'y a aucune modération, contrairement à Trusted Shops, où là, effectivement, il y a une modération qui est manuelle. Donc, il y a une vérification. Donc, on ne peut pas laisser n'importe quoi. Donc, Google fait ça parce qu'il a bien compris qu'à un moment, il avait besoin d'avoir une vision globale de la réputation d'un site et qu'il ne pouvait pas se baser que sur ses résultats à lui. Il a continué à faire évoluer cette notion. On voit aussi que sur certaines requêtes, donc là j'ai pris l'exemple sur un site qui s'appelle HappyBull, un site e-commerce, on voit qu'il a rajouté un onglet qui s'appelle Avis, juste en dessous de HappyBull, qui va permettre en cliquant d'afficher dans une nouvelle page l'intégralité des sites qui proposent des avis sur ce site. Avant, tous ces sites étaient mélangés dans les résultats, dans les classements de Google, sur la requête HappyBull. Donc, c'était mélangé avec les pages sur les avis sociaux, avec les pages des comptes réseaux sociaux Facebook, avec la page LinkedIn, ou des pages officielles liées à HappyBull. Là, Google les a extraits pour en faire une page dédiée à une visibilité globale de la réputation de l'entreprise. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que désormais, quand une entreprise veut travailler sa réputation dans Google, elle ne peut plus se concentrer sur une seule plateforme. Elle doit, et ça nécessite donc beaucoup plus de travail, prendre en compte toutes les plateformes possibles sur lesquelles ses clients peuvent déposer des avis. Donc forcément, ça démultiplie le travail de manière conséquente, parce que c'est-à-dire qu'on ne peut plus miser sur une seule plateforme. Il faut miser sur toutes les plateformes qui ont potentiellement de l'importance dans votre secteur d'activité. Et on l'a vu aussi un petit peu avant à travers l'exemple de Maxime, cette logique d'avoir une vision globale de la réputation ou de la qualité d'un produit, d'un site, Google essaye de la générer aussi sur les produits.
C'est-à-dire qu'il va être désormais capable d'aller chercher des avis sur un produit déposé sur plusieurs plateformes, sur plusieurs marketplaces. Et lorsque c'est possible, il va les agréger dans une sorte de tableau qu'on trouve là aussi sur la colonne de droite. Donc là, je vais faire un exemple je cherchais une raquette de padel de la marque Babola avec, on va dire, un modèle. Et j'ai évidemment la liste des sites qui proposent ce produit, mais j'ai aussi une agrégation de l'intégralité des avis sur tous ces sites qui me donne une note globale. Donc, je sais que avant même d'avoir cliqué sur une page, je sais d'office que c'est un produit qui est de très bonne qualité. Donc, ça me renforce finalement dans ma conviction que je mise sur un bon produit, mais ça veut dire aussi que si je clique sur un site qui finalement ne propose pas ce produit avec une note aussi bonne, ça peut peut-être dire que le site est peut-être déficient sur le service client ou sur d'autres éléments. Donc, ça veut dire qu'on va avoir tendance naturellement à s'orienter vers le site qui propose la meilleure note sur ce produit. Donc, il y a beaucoup d'évolutions dans ce sens. Donc, ça modifie fondamentalement la stratégie et ça donne surtout encore plus de poids aux avis dans une stratégie SEO. Super, merci Ludovic. On a eu des petites réactions sur le chat. Merci Maë d'y avoir répondu, notamment pour, je vois Gwen et Vanessa. Oui. Et on a une question de Mathieu qui dit: peut-on forcer l'agrégation si elle n'a pas été faite par l'IA Google? Alors, non. En réalité, faut nuancer. C'est un fonctionnement qui est très récent, donc on est encore en train de comprendre comment fait Google pour aller chercher les avis. Par contre, alors, on peut se dire que effectivement, il doit peut-être y avoir des manières à un moment, mais aujourd'hui, il n'y a pas de technique connue pour dire je veux absolument que ce soit ces avis-là qui soient pris en compte dans l'agrégat global des avis sur ce produit. Mais forcément, Google va quand même, de manière logique, essayer de chercher des avis qui sont sur des plateformes les plus connues, qui ont la meilleure réputation, plutôt que sur des avis de plateformes obscures. On voit même d'ailleurs, je vais reprendre l'exemple ici, quand on a plusieurs sites qui sont nommés, la question qu'on se pose, c'est pourquoi Google est mis en premier et pas, par exemple, Trustpilot ou Trusted Shop. Il met en avant la plateforme qui a le plus d'avis. Donc, il va quand même y avoir des systèmes de classement qu'on va découvrir au fur et à mesure que Google déploie ses fonctionnalités liées aux avis. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore une vision très claire, donc on ne se permet pas de donner des conseils sur ce sujet. Ah oui, et donc Gwen qui nous dit qu'elle ne voit pas cet onglet, ça dépend des requêtes. En réalité, Google personnalise les recherches quasiment maintenant par personne, par endroit, par typologie de requête. Donc, pour une recherche que moi je peux faire, vous ne pourriez ne pas la voir. Il y a vraiment une logique derrière d'analyse pour savoir quels sont les meilleurs contenus à proposer. Et donc Mathieu qui nous dit: nous sommes sur les plateformes à vérifier Trustpilot et ces plateformes ne font pas partie de l'agrégat Google. Pas encore. Ça va arriver. Mais c'est comme tout avec Google. D'abord, Google teste sur un périmètre un petit peu restreint pour voir un petit peu comment les utilisateurs fonctionnent. Et si les retours et les analyses sont bonnes, à ce moment-là, Google va déployer sa fonctionnalité en l'ouvrant sur beaucoup plus de plateformes. Mais aujourd'hui, effectivement, j'ai aussi fait ce constat. Alors, à vérifier n'est pas toujours intégré. Trustpilot l'est plus souvent. Trusted Shop, on le voit aussi moins souvent. Mais pour le coup, c'est vraiment du cas par cas. On n'est pas encore capable de comprendre exactement la logique de Google derrière. Merci Ludovic et merci Mathieu pour cette question. On a déjà un petit peu répondu à cette question, Tania, mais je te laisse prendre la main sur la question suivante. Ouais, en effet, du coup, Ludovic y a déjà un peu répondu et c'est très bien. L'idée, en fait, c'est vraiment pourquoi, en fait, coupler les avis Google avec les avis qui peuvent être récoltés sur une autre solution d'avis. Ça va vraiment permettre, voilà, comme l'a dit Ludovic, d'avoir une visibilité un peu plus large de la fiabilité, de la qualité d'un marchand, parce que n'oublions pas que Google reste une plateforme ouverte où les avis ne sont pas forcément vérifiés. Comme du coup l'a dit, il me semble, Vanessa, Trustpilot a aussi sa partie publique, donc qui n'est pas forcément vérifiée également, à moins d'être client.
Donc, faut finalement venir coupler ça à des solutions type comme Trusted Shops ou Avis Vérifié, où on a vraiment la certitude forcément que ces plateformes-là travaillent sur un circuit fermé et ont vraiment des avis qui sont authentiques et vérifiés par une réelle commande. Donc l'idée vraiment, c'est d'avoir maintenant que Google est en train d'agréger les avis aussi, de pouvoir avoir une visibilité vraiment en 360 de la réputation du marchand. Et je rajouterais même une chose, c'est que l'avantage des plateformes comme Trusted Shop, c'est qu'elles ont elles-mêmes un score de confiance. Le site a un score de confiance vis-à-vis de Google. Okay. Le score de confiance en SEO, on le calcule sur 100. Ça s'appelle, alors il y a plusieurs noms, mais ce qu'on appelle le domaine rating. Je crois que Trusted Shop est pas loin d'avoir un score de 75 sur 100. Donc 75 sur 100, c'est un score qui est excellent. Il y a très peu de sites qui ont des scores supérieurs à 70-80. Donc, ça veut dire que le fait qu'à un moment, votre boutique ait une page de label, de certification sur Trusted Shop, ça va déjà envoyer un signal très positif à Google parce qu'il y aura un lien qui va pointer vers votre site. Mais aussi, quand on cherche des avis, souvent, on va se rendre compte que les plateformes d'avis clients remontent de manière très forte dans les positions, parfois même, dans certains cas, devant le site lui-même. Eux-mêmes, ouais. Voilà, j'ai plein d'exemples comme ça où je tape le nom d'un site et devant le nom du site, c'est quand on tape avis nom du site, c'est la plateforme Trusted Shop qui remonte avant le site lui-même. Donc ça veut dire qu'effectivement, on ne peut pas ignorer, on ne peut pas ne pas miser sur ces solutions parce que là, pour le coup, Google s'est complètement lui-même éjecté. C'est que ses avis à lui, ils ne sont que dans la colonne de droite. Il n'y a pas une page qui se référence en plus dans les résultats naturels. Absolument, merci Ludovic. Merci à vous. Et donc, dernière question pour Tania. Quel est le ratio commande-avis laissé et quelle stratégie un e-commerçant peut mettre en place pour optimiser tout ce qui est lié à sa collecte d'avis? Yes. Alors, le ratio, du coup, on l'estime entre 5 et 15% en moyenne. Alors, encore une fois, c'est des chiffres donc à prendre un peu avec des pincettes et notamment celui-là parce que en fait ce ratio-là va beaucoup changer en fait selon votre e-commerce et selon le secteur d'activité dans lequel vous êtes. En effet, il y a des types de produits sur lesquels on va avoir des avis un peu une fois sur deux et d'autres un peu moins. C'est le cas par exemple sur des secteurs où il y a une forte passion, une forte opinion, où finalement l'émotionnel rentre un peu en jeu. Ça va être le cas sur les voyages, les restaurants, les produits technologiques qui vont du coup générer un plus grand nombre d'avis. Des fois, on peut être même à 50% en ratio, donc c'est assez élevé. En revanche, si vous êtes plutôt sur des secteurs où les achats sont un peu moins émotionnels et un peu plus routiniers, par exemple, je sais pas, des produits bébés, enfants pour vous, pour votre enfant, là, autant c'est très important d'avoir des avis sur ces secteurs-là parce que on veut les meilleurs produits pour nos enfants. Autant, si c'est des produits que vous achetez tous les mois, par exemple comme des couches, vous n'allez pas laisser des avis à chaque fois, quoi. Donc du coup, sur des secteurs un peu moins, qui font un peu moins appel à l'émotion et qui sont un peu plus routiniers, on va avoir tendance à avoir un ratio qui va être un peu moins élevé. Donc voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. En tout cas, ce ratio-là, on peut avoir un impact dessus. Hein. Vous pouvez avoir tout à fait le contrôle dessus en mettant du coup en place une stratégie hyper optimisée de processus de collecte. Donc là, ça va passer par mettre en place du coup des mailings. Donc nous, c'est ce qu'on fait chez Trusted Shops. On a du coup un mailing qui est envoyé. Alors encore une fois, on peut tout à fait optimiser ça en segmentant aussi, mais ça voilà, c'est à discuter avec le marchand en lui-même et pouvoir se caler aussi sur sa stratégie. Mais en tout cas, la collecte d'avis, il faut vraiment qu'elle soit optimisée. Les mails, il faut qu'ils partent au bon moment, donc solliciter vos consommateurs au bon moment. Est-ce que pour vous, ça fait sens de le solliciter à J+7 ou peut-être si vous vendez par exemple un exemple que je prends
énormément, c'est voilà, un marchand qui vend des compléments alimentaires, des cures, bien-être, etc. Ben là, ça va peut-être être un peu plus pertinent de solliciter peut-être à J+7 pour noter voilà l'expérience en elle-même, et par contre de venir envoyer du coup des mails donc un peu plus du coup produits 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, selon la cure de compléments alimentaires qui a été choisie. Pareil, on peut aussi envoyer des mails à des consommateurs qui ont un panier moyen de temps, et envoyer d'autres mails à d'autres consommateurs qui ont un panier peut-être un peu moins élevé. En tout cas, voilà, tout ça, c'est complètement faisable, tout est possible, mais en tout cas, l'idée vraiment, c'est d'avoir quelque chose de très optimisé pour aller solliciter vos consommateurs au bon moment. Bien évidemment, on soigne les questionnaires de collecte avec vos couleurs, votre logo, le prénom de la personne, la commande, la date, etc. Enfin voilà, tout est possible. Et on relance du coup les clients. Je vois que Mathieu a une question sur les relances. Alors oui, on a une idée du chiffre, justement, j'allais y venir. Forcément, les relances, c'est bien, mais pas trop quand même. On peut aller jusqu'à 2 relances. Assez espacées. Donc pareil, ça c'est paramétrable de notre côté. Mais voilà, 2 relances, c'est bien, pas plus. Très bien, Mathieu, vous faites bien d'anticiper ça. Mais en tout cas, très très important d'avoir des relances chez Trusted Shops. Quand on l'a mis en place, on l'a mis en place en fait l'année dernière, et depuis décembre 2023, on a vu en fait une augmentation de 200% sur les avis qui sont laissés en fait après les relances. Donc ben voilà, c'est hyper important d'avoir ces relances-là. Je pense que ça nous arrivait à tous d'avoir un mail de collecte d'avis, de pas le faire sur le moment, et après bon ben on passe à autre chose et on fait autre chose. Mais voilà, très très important d'avoir ces relances-là. Je pense que Voilà. ouais. Je trouvais hyper intéressant cette question-là. Du coup, ce qu'a dit Mathieu, c'est en fait de se dire sur quelle typologie de produit je vais le faire. On avait parlé pendant les préparations à ce webinaire. Sur une planche en bois, c'est peut-être pas nécessaire de se dire quel est l'avis, donne-moi un avis. On peut s'en passer. Encore plus les relances. J'ai eu l'expérience sur une marketplace où on m'a demandé un avis. J'ai acheté un petit produit qui était cassé. On m'a demandé de mettre un commentaire de plus de 500 caractères pour pouvoir ou depuis non pas 540 caractères pardon, pour pouvoir avoir un avis validé. J'étais limite prêt à annuler. Ouais. Bon, il y avait le webinaire, ça vaut pas le donc coup. je vais le faire. Mais... Ouais, c'est clair. C'est sûr que c'est pour ça en fait que il faut vraiment avoir quelque chose d'optimisé. Il faut aussi savoir sur quoi vous demandez les avis. Il y a sûrement des produits où vous n'avez pas forcément d'avis si voilà, c'est pas un produit phare chez vous. Donc voilà, tout ça c'est à optimiser aussi. Et nous on accompagne justement nos clients sur ça pour avoir vraiment une collecte d'avis hyper optimisée pour avoir forcément les meilleurs retours possibles. Et je me permets une petite correction sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai demandé, j'ai posé la question à mes équipes sur la modification des avis. En fait, c'est possible. C'est possible de venir modifier du coup l'avis, mais forcément sur une période voilà qui est définie. Mais c'est tout à fait possible. Donc on n'a pas besoin de redemander au consommateur de venir changer son avis. Enfin, donner un nouvel avis, pardon, je me perds. Bon, on termine sur une bonne nouvelle alors. Là, on finit sur une très bonne nouvelle. Merci à tous, merci à tous les 4 et aux participants. Si vous avez des questions, on reste là encore quelques minutes, donc n'hésitez pas. Et puis sinon, on se retrouve au prochain webinaire, au trimestre prochain, pour évoquer d'autres sujets. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et bon week-end à venir. Très bon week-end. Merci et bon week-end à vous. Bon, on va pouvoir partir aussi, je pense. Je pense que les gens on attendait. On sait jamais. On attendait les questions, mais je crois qu'il n'y en a pas. Donc, je pense qu'on va pouvoir y aller. Allez. Bon bye week-end. bye. Au revoir. Bon week-end à tout le monde. Au revoir.